Donc j'ai eu un mec qui m'a mis une fessée. Comment ça, il s'est dit que c'était une bonne idée, quoi. Et le mec a été totalement biberonné aux vidéos qu'il voyait où il se disait les petites soumises, elles aiment les fessées, quoi. Donc quand on est actrice, on subit des discriminations comme ça au quotidien. C'est la boulangère qui veut pas vous vendre son pain, c'est l'école qui insulte vos enfants, c'est les voisins qui vous taguent les murs. Moi, je connais une actrice qui son fils a failli se faire enlever de l'école parce qu'elle est actrice porno. Et en fait, elle a commencé avec un challenge, je crois, de 100 hommes qui venaient pour la pénétrer. Et je crois que derrière, elle voulait faire 1000. Et maintenant, elle fait un zoo, donc c'est-à-dire elle est un peu la bête et les mecs viennent la toucher dans une cage, etc. Bonjour à tous, bienvenue sur Extra, où je vais de temps en temps venir aussi présenter quelques interviews de personnes ordinaires avec des histoires extraordinaires. Et pour ce premier épisode, j'ai l'honneur de recevoir Manon Luga, alias Le Cunu sur Instagram. Bonjour Manon, comment ça va ? Salut Mélissa, ça va très bien, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup. Donc j'ai ouï dire que tu étais un peu une chorégraphe du crac-crac, une chorégraphe du cul un peu, c'est ça ? Chorégraphe du cul. Et on m'a déjà appelée responsable des gens tout nus, donc j'aime beaucoup. Responsable des gens tout nus, j'aime beaucoup l'appellation. On m'a déjà dit ça sur un tournage, j'aime beaucoup. Mais du coup, l'appellation officielle, c'est que tu es coordinatrice d'intimité. Absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Alors, dans ce métier-là, donc, je fais la chorégraphie des scènes de sexe ou des scènes qui pourraient mettre les acteurs et actrices en position de vulnérabilité dans le cadre de création audiovisuelle. Donc ça va être des films, ça peut être des fictions longues, courtes, ou parfois même avec clairement du contenu explicite, notamment du porno éthique. Et donc moi, je vais m'assurer de prendre les consentements des acteurs et des actrices, la vision créative du réalisateur et de la réalisatrice, et je vais venir créer la chorégraphie parfaite où on s'assure en fait que ce soit pas un terrain de violence, mais à l'inverse un terrain de créativité où on puisse mieux représenter le sexe et sans brusquer les consentements des comédiens et comédiennes. Est-ce qu'on va pouvoir en parler du coup de toutes les représentations qu'on a avec le nu, les scènes d'intimité, etc. dans le ciné et dans le porno, et je pense qu'il y en a qui vont être curieux de savoir tout ça, on vous voit. Mais du coup, toi, t'as commencé officiellement depuis 1 an, mais ça fait 3-4 ans que tu faisais ça un petit peu officieusement. C'était quoi le déclic pour faire ça ? En fait, donc moi, ça fait déjà quelques années que je parle de culture du cul sur les réseaux. C'est un sujet qui me passionne depuis toujours. Et à côté, je m'amusais à écrire des nouvelles érotiques parce que j'aimais bien, justement, en tant que femme hétéro, pouvoir proposer d'autres schémas, bousculer un peu ce que je lisais déjà dans la littérature érotique dans lequel je m'identifiais pas trop, tu vois. Et un jour, j'ai rencontré une coordinatrice d'intimité allemande qui, elle, exerçait uniquement dans le BDSM extrême, donc c'était très niche, mais il faut savoir qu'en Allemagne, ils sont beaucoup plus avancés que nous sur tous ces sujets-là. Surtout le BDSM ? Ouais, notamment le BDSM, mais aussi toute la production du visuel et tout ça, ils sont vraiment beaucoup plus loin, quoi. Okay. Et en fait, elle m'a expliqué son métier, et comme moi, j'ai eu la chance de rencontrer des actrices, des acteurs auparavant dans d'autres projets, je me suis dit, ok, en fait, j'ai envie de pouvoir accompagner toutes ces personnes qui, malheureusement, souvent dans des projets, subissent des violences ou de l'incompréhension ou du mépris. Je sais pas, je me suis prise de passion pour son métier. Je lui ai demandé de m'éduquer. Alors, elle a une formation, mais en plus de sa formation, j'ai pu l'accompagner sur ses tournages. Et d'ailleurs, j'ai fait d'autres formations aussi au Québec, à distance, parce qu'en fait, il y a pas de... Là, il y a une formation qui vient de sortir en France, mais avant, il n'y en avait pas, il y a 1 an et demi. Donc, tu parles aussi parfois sur tes réseaux ou dans d'autres interviews que tu as souffert de vaginisme. Yes. Est-ce que c'est aussi ça, ton rapport un peu personnel à l'intime, qui t'a amené à vouloir amener plus de confort aussi dans les productions audiovisuelles ? Clairement, parce que donc moi j'ai été atteinte de vaginisme. Donc pour les personnes qui connaissent pas, c'est un réflexe des muscles pelviens lorsqu'on essaie de faire une pénétration, c'est-à-dire que le vagin se ferme. J'aime bien c'est no go, ouais, l'onomatopée est très cool. C'est très visuel. Non mais du coup j'avais ça à l'adolescence, tu veux, et donc c'était il y a 16-17 ans maintenant, et je me disais ok, si je peux pas me faire pénétrer, je peux pas faire l'amour en fait. Et à l'époque il y avait pas toute la documentation qu'il y a aujourd'hui. Grâce à MeToo. Donc je me suis retrouvée un peu seule, et j'ai eu la chance de rencontrer une sexologue qui a été un peu un ange gardien, qui m'a beaucoup aidée sur mes questions de vaginisme pour comprendre d'où ça venait. Et surtout qui m'a appris que on pouvait faire sans pénétration. Autrement. Elle m'a donné aussi des livres qui parlaient de l'histoire du sexe, et c'est comme ça que j'ai commencé à me passionner par le sujet. Et derrière j'ai réglé ces incompréhensions que j'avais, mais je me suis aussi prise de passion pour le sujet de la culture du cul. Et donc, oui, après, j'ai voulu en parler sur les réseaux, à peu près 10 ans plus tard. J'ai voulu en parler sur les réseaux parce que j'étais en soirée la seule à dire « Vous savez la taille du pénis d'une baleine ?» Et c'était à quoi ? Donc, je me suis dit « Mais en fait, il faut trop que j'en parle sur les réseaux. » Et voilà, et ça a commencé il y a 6 ans à peu près. C'est vrai que tu as toujours des anecdotes incroyables sur le cul. Tu nous racontes, que ce soit les animaux ou alors au Moyen-Âge et tout. Moi, j'adore. Et on peut les suivre sur ces réseaux sociaux. Mais tu m'as lancé un petit peu sur MeToo, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un lien, j'ai l'impression, à te le dire. Mais donc, MeToo, c'est en 2017, donc avec l'affaire Weinstein, le hashtag d'Alyssa Milano
où vraiment ça explose, ça existait avant, mais là vraiment ça explose en 2017. Et c'est aussi en 2017 on entend parler pour la première fois du métier de coordinateur d'intimité. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien, est-ce que c'est une réponse directe un peu à cet inconfort, même cette urgence dans le milieu du cinéma? Oui, en fait, il y avait déjà des coordinatrices d'intimité il y a 20 ans. Mais déjà, on n'appelait pas ce métier comme ça. On appelait des personnes de confiance, des personnes tierces, des témoins. Et c'était un peu plus présent, finalement, dans le porno alternatif que dans le cinéma. Pourquoi ? Parce qu'au début des années 2000, il y a beaucoup de femmes qui ont subi des violences dans l'industrie pornographique, qui ont commencé à se mettre à leur compte et à faire donc du porno dans leur coin et qui voulaient s'assurer que les actrices et acteurs soient bien pris en charge et se sentent safe. En parallèle, dans le cinéma, on a eu des histoires terribles à travers le monde. En France, on a eu par exemple Le Dernier Tango à Paris, où il y a un viol malheureusement filmé, mais il y en a eu plein, des centaines de milliers, des histoires comme ça. Et on a commencé à avoir en fait les maquilleuses ou les stylistes qui se sont retrouvés dans l'intimité des acteurs-actrices et à essayer de les protéger parfois de certaines pratiques. Donc c'est un métier qui est arrivé au fur et à mesure de l'histoire de l'industrie, par nécessité, parce qu'il y a eu trop d'urgence et trop de problèmes, et on a perdu beaucoup, malheureusement, de comédiennes et de comédiens comme ça. Et en effet, MeToo a mis la lumière sur ce métier qui était un peu... qui n'était pas vraiment pris au sérieux avant. Pendant MeToo, il y a eu plein de séries qui ont été produites, je pense à Sex Education, Girlmore, etc., qui ont été produites avec des coordinatrices d'intimité. Et en fait, ça a rendu le métier crédible. Parce qu'il est apparu pendant cette période où justement on dénonçait ces violences. Le cinéma, c'est un art noble, donc ça donne une crédibilité à certains métiers, même s'ils existaient avant. Mais comme c'était dans des industries un peu plus méprisées, on ne prenait pas ça trop au sérieux. Et tu parles beaucoup de femmes depuis tout à l'heure, et j'ai cru comprendre que c'est un métier qui est exercé par une écrasante majorité de femmes. C'est pas forcément le cas partout, hein, la parité. Tu penses que c'est dû à quoi ? Je pense que c'est dû malheureusement au vécu, à l'empathie aussi. Moi, j'ai vu beaucoup de meufs donc, qui étaient soit maquilleuses avant, soit stylistes, qui ont assisté à des choses auxquelles elles ne veulent plus assister, qui les ont poussées à se reconvertir en tant que coordinatrice. C'est parce qu'elles ont été témoins, malheureusement, de situations qu'elles ne voulaient plus accepter. Dans le porno, c'est aussi par réconfort. Se dire, on peut comprendre ce que vivent les actrices. Moi, j'ai une actrice il n'y a pas longtemps qui m'a approchée, qui avait ses règles douloureuses, qui pouvait clairement pas faire une scène. Elle s'est sentie aussi safe de pouvoir me le dire. J'étais totalement en capacité de la comprendre. Et donc derrière, ça n'a pas été difficile pour moi d'expliquer à la production que non, aujourd'hui, elle ne peut pas tourner. On va revoir le planning. Et donc, en fait, ça crée un peu un cadre safe, le fait qu'on puisse se rejoindre un peu sur le genre. Après, encore une fois, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est totalement safe. Je tiens vraiment à le dire. Il y a des personnes problématiques partout. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une majorité de femmes. C'est vraiment une majorité de femmes. Donc j'ai cru comprendre que dans le cinéma, tout est scripté. Vraiment, c'est ce qu'on a dans notre imaginaire. On se dit que les backstage, c'est forcément toutes les petites lignes, etc., qu'on aimerait bien lire aussi parfois. Mais dans le cul, dans les scènes d'intime, apparemment, de ce que tu dis, c'est pas scripté. Pourquoi ? Tu penses qu'on veut de l'authentique ? C'est quoi Non, c'est parce que les gens savent pas écrire l'intime. La réalité, c'est que c'est rare que dans des scripts, ils savent écrire des scènes d'intimité. C'est très souvent, les deux personnages se rendent compte qu'ils ont envie l'un de l'autre, ils commencent à faire l'amour sauvagement, ils se donnent, machin. Et en fait, ça veut rien dire. C'est c'est hyper subjectif. C'est hyper subjectif, c'est propre à chacun. Faire l'amour sauvagement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je te plaque contre un mur, ça veut dire que je te griffe, sauvage, ça veut dire quoi ? Donc en fait, ils ne savent pas écrire cette intimité. C'est pour ça que moi, dans mes services, comme j'ai longtemps écrit soit du porno audio, soit des nouvelles érotiques, je sais écrire cette intimité, je propose l'écriture de scènes. Ça me va, parce que du coup, je peux en même temps prendre en compte les consentements des acteurs et les visions créatives, donc c'est encore plus simple. Mais non, très souvent, ils ne savent pas l'écrire, et c'est aussi parce que c'est un exercice très difficile de devoir remettre en question ses propres représentations sexuelles, de devoir se demander, ce personnage, c'est une femme un peu forte, comment elle fait l'amour finalement ? Qu'est-ce que j'ai envie de donner d'elle ? Qu'est-ce que j'ai pas envie de donner ? C'est un exercice hyper compliqué, donc très souvent, c'est pas détaillé dans les scripts. Donc on va venir faire ce travail. Et à l'inverse, c'est aussi qu'on estime que la spontanéité, elle a sa place dans la comédie. Et pourtant, on estime qu'elle n'a pas sa place pour toutes les autres scènes. Quand il s'agit de violence ou de sexe, non, on veut miser sur la spontanéité, elle ne sait pas jouer, il faut que ce soit vrai, il faut qu'on ait vraiment l'impression qu'elle jouisse, quoi. Et là, elle a largement pu jouer une rupture avant où elle est détruite, donc elle sait jouir, elle sait faire semblant de jouir. Malheureusement, elle le fait peut-être déjà dans sa vie en plus. Donc toutes des actrices. Toutes des actrices finalement. Donnez-nous un César. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils diraient quand ça devient un peu compliqué, on mise sur la spontanéité.
Et puis surtout qu'on peut raconter plein de choses finalement avec une scène d'intimité en Bah, bien fonction de sûr. comment elle se passe. Complètement, en fait, Ouais. ça dit beaucoup sur les personnages, ça peut vraiment rajouter de la matière. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de production qu'avant, il y a beaucoup plus de séries, de films. On sait qu'ils misent aussi sur le sexe pour faire de la rétention, c'est-à-dire garder les spectateurs, spectatrices. Donc autant en profiter pour raconter quelque chose et pas seulement rendre les acteurs, actrices sexualisables. Mais encore une fois, voilà, dès qu'il s'agit de violence ou de sexe, on est en mode non, on veut de la spontanéité. Mais pourtant, dès qu'il s'agit de toutes les autres scènes, vous préférez que ce soit joué. Non, c'est juste que c'est très difficile, je pense, aujourd'hui pour cette industrie d'assumer qu'il faut faire un travail. Moi, je dis toujours, si vous n'imaginez pas que votre personnage saute d'un immeuble à un autre, parce que vous savez que ça coûte cher en cascade, en effets spéciaux, en préparation, en décor, ayez le même réflexe pour les scènes de sexe. Ça coûte cher en écriture, ça demande de la chorégraphie, ça demande de la préparation. C'est pas une scène qu'on met comme ça en plein milieu de la journée. Ça demande exactement le même effort qu'une cascade. Et tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de scènes tristement célèbres, comme Ouais. tu parlais du dernier tango avec Maria Schneider qui a 19 ans, donc j'explique un petit peu, hein, qui n'était pas au courant. Non. Avec Marlon Brando, ils vont prendre un petit déjeuner avec le réalisateur et se dire en fait on va simuler une scène de vie. Ils le disent pas à l'actrice pour que ce soit spontané, et donc on va lui imposer de jouer une scène où elle se fait sauter avec du beurre. Ouais. Et ça va totalement la détruire. Donc on a notamment cet exemple tristement célèbre. On a aussi d'autres actrices aujourd'hui qu'on connaît plus nous dans notre génération. Ouais. Moi j'ai eu vent de Keira Knightley, donc Oui. la star de Pirates des Caraïbes qui a un peu bercé notre enfance. Aujourd'hui elle refuse de faire des scènes d'intime, des scènes si c'est de sexe, s'il y a que des hommes sur le plateau. Est-ce que tu comprends ça? Elle évoque aussi un peu le male gaze. Est-ce que tu peux un peu expliquer? Je pense que les gens ne connaissent pas trop tout ça. Bah, en fait, l'exemple parfait de male gaze, c'est la vie d'Adèle, par exemple. C'est-à-dire qu'on veut représenter une sexualité, mais on la représente par le regard d'un homme qui sexualise ses actrices et qui en plus propose des représentations très stéréotypées et très réductrices de certaines sexualités. Et en plus, dans la manière de produire, impose une manière de produire qui n'est pas du tout safe, c'est-à-dire du monde sur le plateau, c'est-à-dire que tu sois nu ou pas, on s'en tape, que tu sois d'accord ou pas de montrer telle partie, on s'en tape, ça va être une scène qui va durer 4 heures, tu vas être épuisé, et en plus on va pas te montrer quel rush on va exploiter, c'est-à-dire quelle scène on va vraiment exploiter au final. La vie d'Adèle, typiquement, ça a été que ça. Ça a été je crois que ça a été du 6 heures de scène pour les actrices qui étaient jeunes, qui se sont retrouvées à en plus faire des scènes de lesbiennes totalement stéréotypées, donc c'était vraiment pour aussi satisfaire un regard hétérosexuel. Keira Knightley, j'arrive jamais à dire son nom. Je crois qu'on le dit comme ça. Hein. Je ne sais jamais le dire, c'est terrible. En effet, elle veut plus tourner donc avec des hommes, donc c'est terrible parce que c'est sûrement la preuve aussi qu'elle a vécu des violences et qu'elle s'est sûrement déjà pas sentie en sécurité. C'est une star internationale. Nous qui sommes loin de cette industrie, on peut se dire c'est une star internationale, elle fait le poids, donc elle doit sûrement imposer ses règles. C'est jamais le cas. Vraiment, sachez que dans l'industrie, ce n'est jamais le cas, surtout quand on est une femme. Et donc, bah oui, je pense qu'elle a beaucoup de mal aujourd'hui à se mettre à nu, à faire confiance, parce que dans les scripts, sûrement que c'est mal écrit, sûrement que c'est pas écrit. Faut savoir que contractuellement, c'est pas toujours encadré quelle partie du corps on accepte de montrer ou pas. On n'a pas toujours le droit de demander de l'aide à une doublure. On n'a pas le droit de demander... alors en France, maintenant, si quelqu'un demande une coordinatrice d'intimité, la production est dans l'obligation d'en appeler une. J'ai vu depuis avril, c'est tout récent. Depuis avril, et grâce à la commission parlementaire. Donc ça veut dire que c'est des années derrière de production où les acteurs et actrices, sachant que c'est un milieu compétitif et aussi précaire, alors qu'Aira gagne sûrement beaucoup, mais la plupart des actrices et des acteurs ne gagnent pas grand-chose, ne se sentent pas donc légitimes à faire appel à de l'aide, tout simplement. Donc oui, c'est compréhensible. C'est compréhensible, c'est très bien qu'on ait de plus en plus de femmes qui en parlent. Il y a des hommes aussi qui ont commencé à en parler. Moi, je trouve ça super. Mais par contre, c'est la preuve que si on ne prend pas soin de cet art, si vraiment on tient au cinéma, il faut prendre soin de ses interprètes. Et pour l'instant, leur discours a toujours été minimisé, a toujours été un peu insulté, méprisé. Et quand on voit une star internationale qui parle comme ça aujourd'hui, qui se prive de projet parce qu'il y a de la nudité, parce qu'elle se sent pas safe, c'est la preuve qu'il y a une violence dans cette industrie, dans l'ombre, qu'on n'a pas su écouter au moment des faits. Et aujourd'hui, on en paye un peu les pots cassés. Et si le cinéma se casse la gueule parfois, je pense que c'est aussi à cause de ça. Et puis tant mieux qu'elle le fasse parce qu'elle a le privilège de pouvoir dire non, bien sûr. Que ce soit financièrement avec le nombre d'opportunités qu'elle a. Bien sûr. Toi, tu as dû rencontrer des acteurs où en fait ils ne disent pas non par précarité, pour la carrière en fait finalement. Mais tous les acteurs que j'ai rencontrés, quand je prends contact avec eux,
Au départ, ils sont en mode non, et moi j'ai pas besoin de coordinatrice, je sais très bien ce que je fais, il n'y a pas de souci. Parce qu'ils ont peur aussi que ce soit une insulte à leur capacité à pouvoir jouer, que j'intervienne. Très souvent au début, ils sont en mode non, mais moi je sais ce que je veux pas, machin. Et à force de discussion, tu te rends compte très vite qu'ils sont en mode bon, en fait, j'ai peut-être pas envie qu'on voit telle partie. En fait, j'aimerais bien qu'on me touche pas les cheveux. En fait, je veux bien qu'on me fasse pas ça, pas ça, pas ça. Donc, très souvent, au début, ils se disent non, j'ai pas besoin. Tu commences à leur parler, ils trouvent un peu de confort et de réconfort là-dedans. Et donc, c'est trop chouette parce que là, on peut vraiment travailler. Mais voilà, c'est général. Personne n'a envie de dire ses limites parce qu'ils sont pas censés en avoir. Et sinon, concrètement, est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles, nous raconter un peu une journée type d'une chorégraphe du En fait, moi, tout mon travail se fait en amont. Donc, je vais lire le script. Je vais détecter les scènes où je me dis, là, il faut peut-être faire un travail de coordination. Donc, ça peut être du sexe, mais ça peut être aussi une scène avec un médecin légiste, par exemple. Tu vois, s'il y a de la nudité, que le médecin touche le corps, etc., on peut se dire peut-être qu'on peut faire un travail. Des scènes de baiser, mais des scènes d'agression, des scènes de violence, tout ça. Donc, on va essayer de voir. Mais si aussi, par exemple, on a une actrice qui me dit, moi, j'ai vécu une bagarre un jour qui m'a traumatisée, j'ai été tapée, et qu'il y a une scène où on sait qu'il y a faussement une baston et qu'elle risque de faire taper pour faire semblant. On peut faire ce travail de coordination aussi, pour s'assurer que ça fasse pas écho à son trauma et qu'elle se sente bien dans son jeu. En fait, on va essayer de dégager toutes les zones d'ombre pour qu'eux, ils puissent jouer tranquillement, tout simplement. Et qu'ils se disent pas, ça ressemble trop à ce que j'ai vécu, je suis pas bien, j'arrive pas à jouer. C'est juste ça. Donc on va faire ce travail en amont. Moi, je vais encadrer juridiquement toutes leurs limites. Si une actrice dit je veux pas qu'on me touche les cheveux, je vais faire un contrat disant on ne peut pas lui toucher les cheveux. Donc on ne lui touchera pas les cheveux. Et donc tout ce qui implique ses cheveux devrait être modifié. On va trouver un autre moyen de faire passer le même message par d'autres gestes, tout simplement. On va ensuite créer la chorégraphie. Parfois, dans le porno éthique, j'ai souvent des journées dédiées aux chorégraphies. Donc c'est trop bien. C'est-à-dire que c'est des journées où on s'amuse à se dire où est-ce qu'on met les mains, où est-ce qu'on les met pas, etc. Dans le cinéma, j'ai jamais ce temps-là, c'est souvent 1 heure ou une demi-heure avant la scène. Donc on fait comme ça. Le jour J, je reste là pour surveiller que ça se passe bien. Et quelques jours après, je reviens pour prendre un peu la température et faire des retours anonymes à la production pour s'assurer, ça il faudrait améliorer, il faudrait ça faire attention la prochaine fois, etc. etc. Et voilà. Et après, on s'assure aussi de fournir le matériel, par exemple des strings adhésifs. Tu vois ? Ok, ouais. Par exemple, si t'as pas envie qu'on voit ton entrejambe dans la scène, mais que t'es censé être nu, en fait, on va te coller un petit string adhésif qui se colle dans l'arrêt derrière, tu vois. Toujours les bons bruits. Les bruiteuses. Mais t'en vas dire. Et du coup, ça va permettre de mieux cacher, par exemple, avec des objets, c'est souvent ce qu'on voit, tu vois, dans les scènes ou un angle de caméra. Aussi, des fois, Exactement, pas de peau à peau. Et aussi, parfois, c'est juste psychologiquement, ça fait du bien de se dire qu'il y a quelque chose qui cache. On se sent un peu moins nu. Exactement. Donc ça, pareil pour des cache-tétons, ça peut être aussi quand il y a du frottement, donc par exemple du missionnaire, faussement du missionnaire, on va mettre en fait une couche épaisse entre les deux corps pour qu'ils évitent de sentir les frottements, mais aussi des coques pour tenir le pénis de l'acteur, parce qu'il y a des réels réflexes anatomiques qui font qu'on n'est pas à l'abri d'une érection et il ne faudrait pas que la personne le sente et que lui se sente mal à l'aise. Donc on va venir cacher tout ça pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà, et puis s'assurer aussi qu'ils aient un endroit avec de l'intimité, des douches, qu'ils puissent avoir des zones d'espace un peu de sécurité pour chacun, etc. Donc on va venir créer tout ça, tout simplement. Comment on t'a accueilli dans ce milieu ? Est-ce que, tu dis que ça existait à la base plus dans le porno, mais est-ce que c'était un peu moins bien accueilli parce qu'on se dit, c'est là pour le coup, c'est vraiment leur métier. Est-ce que des fois, ils se disent, t'es un peu trop, ou ça va ? En fait, le porno, c'est une industrie très méprisée. Donc, toutes les personnes qui y rentrent sans être vraiment dans le rôle d'acteur-actrice ou de réalisateur-réalisatrice ou de nouvelles productions, forcément, c'est des communautés qui se méfient. Parce que c'est des communautés qui ont subi beaucoup de violences médiatiques, qui subissent beaucoup de discrimination au quotidien. Moi, je connais une actrice qui, son fils a failli se faire enlever de l'école parce qu'elle est actrice porno. Donc, il y a énormément de violences autour de ces personnes-là. C'est très dur d'être actrice ou acteur TDS en général aujourd'hui en France. Ça l'a toujours été, mais d'autant plus aujourd'hui. Donc, quand tu arrives et t'as un métier un peu différent, que t'as aussi une manière d'en parler un peu différente, parce que moi j'ai toujours parlé de sexualité sans me sexualiser ou quoi, forcément il y a de la méfiance. Mais ça fait 5-6 ans que j'y travaille, donc maintenant il y a de la confiance, j'ai la chance d'intervenir dans plein d'événements, de connaître plein de monde, et c'est un plaisir de travailler pour ces gens. Mais encore une fois, quand je parle de pornographie, je parle pas de pornographie mainstream, c'est-à-dire ce qui est accessible gratuitement sur des sites qu'on appelle les tubes. Je vais plus travailler dans de la pornographie, soit qui se veut dans un schéma d'éthique, c'est-à-dire qui travaille pour être de plus en plus net dans ses productions,
ou alors qui est dans l'alternative, c'est-à-dire qui propose des représentations un peu plus minoritaires, qui souffrent un peu plus de discrimination, je pense aux fétichistes ou des choses comme ça, et qui vont essayer de produire ça de manière un peu plus clean. Donc c'est auprès de ces gens-là que je donne de la force et que j'essaie de travailler avec eux. Forcément, alors il y avait des coordinatrices, mais c'était souvent des personnes qui étaient aussi actrices. Okay. Donc c'était hyper bien parce qu'elles savaient ce que vivaient les actrices, mais ça crée aussi une relation un peu biaisée. Il y a un conflit d'intérêt finalement. Complètement. Ouais. Parfois, si une actrice pouvait pas, les productions disaient peut-être que la coordinatrice peut, quoi. Donc ça crée forcément quelque chose un peu de compliqué à gérer, je dirais. Mais les coordinatrices qui existent aujourd'hui en Europe, je m'entends très bien avec elles. On n'est pas nombreuses, je pense qu'on est genre 5 dans la pornographie en Europe. Donc on a du taf, parce qu'il y a beaucoup de prods qui travaillent aujourd'hui. Mais on fait aussi le choix de où est-ce qu'on travaille. Par exemple, je ne vais pas travailler avec des productions comme Jackie Michel qui sont en procès actuellement. Je vous recommande le livre Sous vos yeux, qui est terrible, mais qui est un recueil de témoignages d'actrices et d'actrices seulement, il n'y a pas d'acteurs, qui ont subi des violences au sein de cette industrie. C'est un livre important parce que ça fait très longtemps que les actrices essaient de parler, qu'on ne les écoute pas. Et c'est pour ça que ces violences ont pu perdurer longtemps. Et du coup, aujourd'hui, c'est une industrie qui est divisée en deux. Il y a ceux qui essayent de faire mieux et de toujours s'améliorer, et ceux qui ne changeront pas, qui ne veulent pas changer et qui continuent. Donc c'est un peu compliqué de... Oui, parce qu'on a un peu cette fausse idée, surtout en tant que consommateur, que forcément, si c'est une actrice ou un acteur X, il est toujours consentant. Ouais. Parce que s'il fait ce métier-là, c'est qu'il adore le cul et que du coup, trop bien, on peut tout faire. C'est pas forcément ça. Toi, t'es là en experte du consentement aussi. Est-ce que tu t'es retrouvée des fois face à des choses où là, c'était vraiment pas OK et la personne ne savait pas forcément comment l'exprimer et c'était nécessaire que tu sois sur le plateau? J'ai son consentement pour raconter l'histoire parce que j'avais déjà eu besoin de la raconter. J'ai eu une actrice qui a malheureusement vécu une violence dans sa vie et qui était traumatisée au niveau des cuisses. C'est-à-dire qu'en fait, tout le contact au niveau des cuisses lui rappelait ce trauma-là, cette violence-là. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre comment on pouvait... faire en sorte que ce soit plus confortable pour elle de tourner la scène, parce qu'elle ne voulait vraiment pas me dire. Elle voulait vraiment pas, non pas me raconter son trauma, j'ai pas besoin de savoir, mais me dire quelle zone du corps il fallait qu'on délimite, quoi. Elle avait vachement de mal, parce que même le travail de délimitation, et c'est normal, ça la renvoyait à ce trauma, ça l'obligeait à devoir y repenser. Donc j'ai demandé un jour de plus de chorégraphie à la production pour qu'on puisse faire ce travail tranquillement toutes les deux. Ils pouvaient pas parce que le décor on l'avait que quelques jours, donc il faut savoir que trouver un endroit où pouvoir faire des scènes de sexe c'est très compliqué, on peut pas le faire n'importe où, et ça aussi typiquement les productions de mainstream généralement s'en tapent et louent des Airbnb. Dans l'éthique on essaie de prévenir. Et après les gens voient leur maison, Airbnb le soir sur... Horrible. Mais non, t'essaies d'encadrer, même pour les voisins, même pour, tu vois, c'est un minimum de respect. Du coup, elle a vraiment insisté pour qu'on commence la scène. Et on a commencé la scène, et au moment où j'ai vu qu'il touchait ses cuisses, j'ai vu son regard. Et j'ai vu que son regard avait changé, donc là, j'ai demandé stop. Et en fait, elle était hyper contente. Elle m'a dit derrière que ça l'avait soulagée, que pour une fois, elle sentait safe. Elle n'avait pas compris elle-même aussi que c'était au niveau des cuisses, vraiment, que ça renvoyait à ce trauma. Donc... ce qui était un peu rassurant, c'est aussi que ça n'a pas été pendant la scène où on tournait, hein, ça a été juste avant quand on chorégraphiait, quand on a commencé à travailler sur cette scène. Et donc j'étais hyper soulagée de me dire, ok, je l'ai peut-être aidé à ne pas y penser aujourd'hui. Ce qui fait que derrière, on a pu créer une scène où jamais ses jambes étaient touchées, où en plus, celle qui avait un peu le lead, on a changé un peu le rôle en disant, c'est elle qui peut guider, ce qui lui permettait d'avoir vraiment... un libre arbitre dans ce qu'elle voulait faire, et en plus l'acteur avec qui elle tournait était hyper ok pour ça, et lui il avait bien dit ses limites. Donc oui, en fait on aurait pu assister à quelque chose de problématique, même elle sans qu'elle s'en rende compte, vraiment qu'elle réalise la portée sur son corps. Donc ouais, dans ces cas-là on se dit qu'on fait un métier utile, et d'ailleurs j'ai retravaillé avec cette personne, et du coup c'était très cool parce qu'on n'a pas eu besoin d'en reparler, je savais direct. Tu connaissais son profil. Je connaissais direct son truc. Depuis, elle a décidé de faire un travail dessus aussi, donc c'était super. Mais pas besoin d'en parler, j'avais déjà encadré juridiquement que ses cuisses ne soient pas touchées, quoi. Donc parce c'était que trop chouette. Finalement, même dans le porno, il y a un droit du travail. Bien sûr. C'est un peu comme les gens, ils vont au bureau le matin, ils ont le droit à leur pause, à leur clope. Dans le porno, c'est pareil, c'est pas juste faire l'amour et c'est tout. C'est ça, parce que les gens pensent qu'ils font l'amour. Ça a l'air spoiler, c'est pas le cas. Genre, très sincèrement, très souvent, c'est du 10-15 minutes, 20 minutes max de scène, qu'on appelle la scène hard, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment un contact génital. Mais comme on a quand même besoin des plans sur les visages, sur les mains qui touchent, sur les jambes, sur la transpi, sur les choses comme ça, on va faire du soft derrière. C'est-à-dire que pendant 20 minutes ensuite, ou 30 minutes, ils vont faire semblant. Et comme il faut s'assurer que les caméras soient bien positionnées, la réalité, c'est que c'est pas
on pose la caméra tranquille et on voit. C'est ok, là stop, on s'arrête 1 minute, j'ai besoin de replacer la caméra à tel endroit. Allez, restez comme ça, super, allez, on y retourne. C'est vraiment que ça. Donc il n'y a pas vraiment d'actes sexuels comme nous on connaît. C'est vraiment des acteurs et des actrices. Il y a quand même une part, en effet, de métier libidineux. C'est-à-dire que c'est mieux s'ils ressentent une vraie excitation, c'est mieux si ils s'entendent bien entre eux. Très souvent, les acteurs et actrices refusent de travailler ensemble s'ils ne s'entendent pas, parce qu'ils savent que là, même ça va nous, se en réunion, on transformer. n'aime pas trop les gens qu'on n'aime pas. Bien alors, sûr, bien sûr. Mais c'est très dur de dire qu'il y a un aspect libidineux, parce que les gens comprennent pas et se disent, mais en fait, c'est pas possible. Si c'est des acteurs et actrices, ils peuvent pas prendre ce plaisir. Si, ils ont quand même envie de bien s'entendre et de se faire aussi un peu de bien. Parce qu'il y a quand même cette réalité de se dire, j'aime bien la personne avec qui je suis en train de faire ce contact génital. Donc c'est trop chouette, on va faire une scène super chouette. Même si, dans l'exécution, c'est pas 15-20 minutes de sexe filmé, c'est vraiment... Ça reste de la fiction. Ça reste de la fiction. Ça reste de la fiction. Et moi, j'avais même entendu dire, je sais pas si tu pourrais me le confirmer, que des fois, c'est pour une petite anecdote, pour faire en sorte qu'il y ait plus de sperme, parce qu'on a envie qu'à l'écran, ce soit plus présent quoi, que dans la vraie vie, on met du Gaviscon pour mimer bien sûr. du sperme. Quoi. Mais parfois, les acteurs, ils n'arrivent pas à avoir d'éjaculation. Alors, c'est des vrais athlètes, parce que c'est déjà... Enfin, moi, je vois très souvent des... Bon, ben là, dans 1 minute, il faut une éjaculation. Je peux t'assurer que dans la minute, il y a l'éjaculation. Mais parfois, avec le stress, la fatigue, la chaleur, ils n'y arrivent pas. Nous, dans ce cas-là, en tant que coordinatrice, si on voit qu'au bout d'1 minute, on n'a pas l'érection, on s'arrête. En fait, on va s'arrêter, il n'y a pas de pression. On va faire un autre plan, je vais donner du Gaviscon. Et c'est pas grave. Et s'il n'y a pas d'érection, c'est pas grave. On va faire des positions sans érection. Et s'il n'y a pas d'éjaculation, on va mettre du Gaviscon. Enfin bref, on va toujours trouver un moyen de faire en sorte de ne pas imposer ça. Et c'est pareil pour la mouille. Quand, par exemple, tu as des scènes où il faut que tu aies l'impression qu'il y a de la mouille sur les cuisses des actrices et tout, on met du... Alors, j'ai pas le mot depuis tout à l'heure, je suis désolée, du dans les yeux, là. Parce que ça fait cet effet un peu de liquide fin. Voilà, en fait, il y a beaucoup de triches comme ça. Et on fait des pauses quand ils sont un petit peu fatigués ou qu'ils ont un peu chaud, on leur donne de l'eau. Sur les scènes que vous voyez pas, moi je leur mets des genouillères pour pas que ça frotte contre le sol et qu'ils se fait mal. Quand parfois vous voyez pas, sous les tapis, on met des tapis de mousse pour s'assurer qu'ils aient pas mal. Il y a plein de triches comme ça, il y a des vrais effets spéciaux. Moi j'ai donc une petite trousse d'intimité avec plein de petits soins pour s'assurer qu'ils aient pas de douleur. Très souvent les actrices, elles préparent leur scène anale avec des crèmes qui les aident un peu à se détendre l'anal pour avoir moins mal, et derrière elles vont avoir des crèmes réparatrices pour s'assurer qu'elles ne soient pas faites de blessures, qu'elles aillent bien. Quand elles ont leurs règles, elles mettent des mousses vaginales, donc c'est-à-dire des mousses au fond du vagin pour pouvoir quand même faire la scène, mais du coup on se dit, bon, on fait une scène de 5 minutes pour éviter une pénétration, les saignements et que ça lui fasse mal, tout simplement. Donc, il y a plein de petits trucs et astuces comme ça pour assurer leur confort, qui sortent de la réalité et qui, oui, sont de la fiction. Moi, dans le porno éthique, j'ai la chance d'être dans des gens qui ont envie de prendre soin des autres. Parce que là, toi, tu parles de porno éthique depuis tout à l'heure. Ouais. Malheureusement, des fois, la triche, ça va un peu trop loin. Bien sûr. Dans des productions qu'on va plus consommer, parce que en rapide, les gens, on sait très bien sur lequel site on va taper, on l'a tous fait. On va tous se mettre dans le même panier. Bien sûr. C'est pas forcément les bonnes productions qu'on va regarder. Et ça influe aussi sur notre imaginaire, après, dans la vraie vie. Cette triche-là, où ça va trop loin. T'as des exemples de trucs où, du coup, on va parler après des ados aussi qui regardent ça, et on a une vision totalement biaisée de ce que c'est le vrai sexe, que ce soit en tant que femme, que ce soit en tant qu'homme, pour la performance, pour faire ci, il faut se cambrer, il faut truc. J'ai vu que tu parlais de ça il y a pas longtemps sur un réel, alors que des fois c'est même mieux d'avoir le dos rond. C'est mieux d'avoir le dos rond. Mais on veut être hyper jolie pour être quand on est une femme, on veut être hyper performant quand on est un homme, et ça va pas finalement. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que l'industrie pornographique s'est pété la gueule à l'arrivée d'Internet, parce qu'avant, quand nos darons ou nos daronnes voulaient mater du porno, ils allaient acheter des cassettes, ils allaient acheter des magazines. À l'arrivée d'Internet, tout s'est retrouvé gratuit. Donc c'est une industrie qui s'est pété la gueule. Et pour s'assurer de faire de la thune, ils ont besoin de quoi ? De la rétention, donc le temps qu'on va passer sur les plateformes, et le nombre de visiteurs. C'est-à-dire toutes les personnes qui se rendent sur ces sites. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Donc les tubes, toutes ces plateformes-là, pour faire de l'argent, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils vont proposer du spectacle. C'est-à-dire qu'on va être toujours plus dans l'extrême. On va faire des pratiques toujours plus violentes, toujours plus sexistes. On va utiliser des termes toujours plus racistes. 2 vidéos sur 5, utilisent du vocabulaire intrafamilial dans les titres. Oui, beaucoup ils rebondissent sur les trends TikTok. On a vu qu'il y avait du tradwife, on a vu qu'il y avait du cosplay. Enfin bref, ils rebondissent sur la pop culture. Ils ont compris qu'il fallait vraiment se fondre dans une société qui, dans tous les cas, ne les puera pas parce que c'est méprisé, donc tout le monde s'en tape. Eux, ils ont totalement compris comment ça marchait. Et en plus, ils ne peuvent pas se passer des mineurs parce que ça représente 30% de leurs visiteurs.
Donc très clairement, protéger les enfants, ils s'en tapent. Et protéger les adultes de toutes ces représentations-là, ils s'en tapent aussi. Eux, ils ont juste besoin de rétention. Donc en fait, il y a un phénomène de désensibilisation où si tu vas sur le site à peu près 5 ou 6 fois au fil des semaines, que tu y vas plusieurs fois, il y a au bout d'un moment où le simple petit missionnaire filmé ne te fait plus d'effet. Tu as besoin d'aller chercher autre chose. Pour toujours plus de dopamine, toujours plus d'excitation. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des pratiques extrêmes. Et comme c'est la seule représentation de sexe que l'on a dans notre société, ben forcément, tu vas recopier la même chose au lit. Ça va peut-être pas te plaire. Ce qui va te stimuler finalement, c'est plus les caresses, le fait qu'on te touche, qu'on te donne de l'attention ou que tu aies réussi à avoir un acte sexuel avec telle personne, mais c'est peut-être pas la pratique. Et donc ce travail de déconstruction, généralement, il est très long, il est très dur, parce que quand on revient à quelque chose de plus éthique et de un peu plus réaliste, ben forcément, on n'est pas excité de la même manière, ça peut mettre un peu de temps de faire une détox du cerveau. Donc c'est un long travail derrière, c'est très compliqué. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que par exemple, ils ont changé tout l'imaginaire de certaines pratiques et certaines communautés, comme par exemple les communautés BDSM, où il y a un énorme travail de consentement en amont. Toute la catégorie BDSM est une catégorie de spectacle et qui ne ressemble pas du tout aux communautés BDSM, ce qui fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui rejoignent ces communautés et qui ne comprennent pas quand ils arrivent dans la réalité, qui se disent « mais attends, moi je pensais pas que ça se passait comme ça ». Ah ben si, chouchou, avant d'entrer, il faut parler de ton consentement, on va tester l'intensité, ça met du temps à trouver quelqu'un avec qui ça te convienne de faire ce jeu. Ça demande beaucoup d'énergie, en fait, de faire du BDSM. C'est pas juste, je mets un pantalon à cuir et tu vois, c'est pas juste ça. Donc en fait, ça a tout transformé dans notre culture populaire du cul. Aujourd'hui, on est en train de faire ce travail de déconstruction qui met du temps. Et d'ailleurs, je tiens à dire, puisqu'il y a eu la grève il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça fou. Il y a eu un pic d'achat de VPN, tu sais, pour que les gens... Oui, parce que du coup, la grève, donc, oui. c'est qu'en fait, ça a été interdit, enfin, pas interdit en France, mais qu'ils sont en train de... Ils ont fait une grève, ouais. De renforcer, en fait, la sécurité pour que les mineurs n'aient pas accès à ces contenus-là. Donc, tu dis que c'est quand même 30%. Donc, on devait juste dire, oui, j'ai plus de 18 ans, ce qui est très facile. Donc, on devait... Là, il y a une proposition qui est faite, tu me dis si je me trompe, mais c'est de mettre carrément notre pièce d'identité. Yes. Et donc, tous les tubes, comme tu dis, on dit non, nous, on n'a plus accès. Ça n'a pas duré très longtemps, je crois que c'est revenu. Ouais, mais il y a une hausse de VPN qui montre l'addiction des gens, en fait, où même quelques jours, ils devaient avoir accès à ça, quoi. Et c'est pas quelques jours, ça a été le 4 juin qui a eu le pic. C'est-à-dire le premier jour de la grève. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont paniqué à l'idée de ne plus avoir accès à ce site qui est gratuit. Donc, les gens ont été prêts à payer un VPN pour avoir accès à une plateforme gratuite. Donc, c'est la preuve que les gens sont capables de payer leur porno. Et en fait, c'est là où je me dis, mais quand est-ce qu'on peut protéger un peu les adultes et se dire, plutôt que de payer un VPN... Et les mineurs surtout aussi. Ouais, bien sûr. Payer une plateforme avec du contenu plus quali, où vous savez que la manière dont ça a été produit, c'est plus éthique, que toutes les personnes ici sont consentantes, ont été chouchoutées, et où en plus, en termes de représentation, c'est un peu plus réaliste, quoi. Et où on n'utilise pas du vocabulaire intrafamilial, par exemple. Oui, parce qu'on parlait quand même encore un peu de ça, de l'impact que ça a sur notre société. Là, on est 2 femmes sur le plateau, donc les mecs en commentaire pourront nous dire aussi l'impact que ça a eu dans leur vie, parce qu'il y en a aussi plein, sur la taille du pénis, les hommes noirs qui sont très fétichisés, etc. J'aimerais dire que les hommes ne sont pas touchés, mais pour le coup, ils sont aussi touchés. Là, tout le monde est touché. Ah non, vraiment, là, tout le monde est touché. Moi, en tant qu'ado, c'est directement, on a tous eu des trucs, rien que manger une banane, c'était plus possible, porter des lunettes, c'était plus possible. Dès le collège, quoi, c'était directement, t'es Mia Khalifa, directement, t'as une bouche dessus parce que machin. Moi, en tant que femme racisée, le mot beurette est arrivé très vite. La latina, parce que je suis les deux, c'est aussi beaucoup d'imaginaire. Toi, t'as aussi eu des anecdotes comme ça, très petites, où tu dis, ok, le porno, finalement, il est dans ma vie, même si j'ai pas envie de le regarder, on va me l'imposer. Je suis une femme, je suis hyper sexualisée. Ado, oui. Comme tout le monde, parce que moi aussi c'était mon seul... alors que je m'éduquais sur le sujet, j'ai commencé à m'éduquer, je te disais, avec le vaginisme très tôt, mais pour autant c'était ma seule représentation, donc j'ai aussi recopié des trucs qui me plaisaient pas du tout, genre, j'ai pas d'exemple, mais si, par exemple le tirage de cheveux, moi j'adore qu'on soit très douce avec mes cheveux, et on m'avait tiré les cheveux sans mon consentement, et j'étais là, gros. J'ai mis un quart d'heure à lisser. Le hair care, s'il te plaît. Tu sais pas combien ça coûte mes soins, donc tu te détends. Moi, avec mon métier, j'ai la chance d'être invitée dans plein d'événements avec plein de pratiques de fétichisme différents, kinky. J'y vais souvent pour comprendre aussi parce que ça m'intéresse réellement. Enfin, c'est un peu comme du journalisme d'investigation, je dirais, absolument. Et ça m'est déjà arrivé, donc d'aller dans un événement qui était peut-être un peu moins encadré que d'habitude et de me retrouver face à... Donc j'ai eu un mec qui m'a mis une fessée. Cette personne arrive et me met une fessée, donc je lui dis alors non. En fait ça se passe pas comme ça, et il était en mode, donc j'avais dans ces événements très souvent faut être habillé un peu en conséquence, j'avais un petit short qui me coupait la fesse, quoi, et il était en mode je pensais que t'étais soumise vu comment t'es habillée, etc. J'étais alors
de un, ne pense rien, tu demandes. Oui. Et de deux, même si j'étais totalement à poil, ça te donne pas le droit de me mettre une fessée. Genre, vraiment pas du tout. Et c'est fou parce que je me suis dit, putain, je suis déjà dans un cadre où on est censé être averti. Le mec, dans son imaginaire, il s'est dit, elle, c'est la petite soumise, je vais pouvoir lui mettre une petite tape. Pas du tout safe. Et derrière, en fait, on a dû l'éduquer à toute la communauté, quoi. Alors qu'il est déjà dans ces milieux-là et qu'il devrait l'être. Ouais. Alors là, c'était vraiment pour le coup, c'est un peu une exception parce que c'était vraiment un événement où je sentais que c'était pas totalement bien préparé, Ok. la manière dont avaient été choisies les personnes. Mais j'ai quand même voulu y aller justement pour voir si sur place, très souvent, t'as des petits anges gardiens, t'as des petites personnes, s'il y a des problèmes et tout, t'as des boutons d'urgence, des trucs et tout. Mais là, j'étais là, mais enfin. Et tu vois, c'était il y a 2 ans, hein. Donc Oui. j'étais adulte et je me suis dit, mais comment ça il s'est dit que c'était une bonne idée, quoi. Et le mec a été totalement biberonné aux vidéos qu'il voyait où il se disait, bah, les petites soumises, elles aiment les fessées, Oui, quoi. et supposer en fait quelque chose. Bah, et puis c'est complètement. quelque chose qui arrive aussi dans la vie de tous les Complètement. jours, où se dire, bah, si elle est bille comme ça, c'est qu'elle veut. Exactement. Et on donc l'entend c'est où je souvent. me suis dit, mais en fait, il y a une déconstruction très en profondeur à faire, quoi. Vraiment. Il y a un argument que j'entends souvent, moi en tant que féministe, hein, sur les réseaux, Yes. parce qu'on parle de domination, etc., Mm. patriarcale, qui des fois, où le porno peut participer aussi Bien sûr. à ces stéréotypes-là et à encourager ces stéréotypes-là, c'est que c'est vrai, les femmes dans le milieu du porno gagnent plus que les hommes. Mhm. Parce que si on fait la moyenne en France, les femmes gagnent moins, il y a des Yes. inégalités salariales, mais dans le porno, elles gagnent plus, entre 25 et 30%, j'ai vu. Ouais. Peut-être qu'il y a des chiffres qui sont même un peu plus élevés. J'ai pas vu plus élevé, mais ouais, pour l'instant, j'ai vu ça, ouais. Tu penses que c'est dû à quoi, le fait que les femmes dans ce milieu-là gagnent plus? Bah, déjà, il y a pour des... la même chose, hein, pour le même poste. Bien sûr, Ouais. bah déjà il y a des performances anatomiques. Alors tu peux être parfois payé plus selon les pratiques, ça peut arriver. Donc si par exemple tu acceptes une pénétration anale, tu vas être payé plus. Ça permet, alors très souvent les productions elles évitent d'appeler toujours la même personne pour les mêmes performances pour ne pas lui infliger et aussi pour pas créer une compétitivité malsaine entre les actrices, de se dire bon ben elle on sait qu'on la paye toujours plus parce qu'elle fait plus, etc. C'est juste pour dire si tu veux faire tu peux, on va peut-être te payer un petit peu moins mais si tu fais pas, mais dans tous les cas elles sont payées plus que les hommes, toutes, quoi qu'il arrive. Mais parce que c'est pas sans conséquence socialement. C'est comme ça aussi qu'on essaie de montrer que c'est pas facile d'être une actrice porno. Certes, tu gagnes bien, mais derrière, tu subis des discriminations au quotidien. Les acteurs, encore aujourd'hui, ils sont assez applaudis. On en rigole. On se dit, bah, c'est pas facile comme choix, Michel, que t'as fait. Mais attends, bah, tu dois t'en envoyer. C'est quoi? Tu fais comment, machin? Une actrice. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Je suis pas actrice porno. Ma société s'appelle Le Cunu. J'ai mis 3 mois à trouver un comptable. Aucun comptable ne voulait travailler pour moi parce que je parle de sexualité. Donc, quand on est actrice, on subit des discriminations comme ça au quotidien. C'est la boulangère qui veut pas vous vendre son pain, c'est l'école qui insulte vos enfants, c'est les voisins qui vous taguent les murs. Toutes les histoires que je vous dis là, c'est des actrices qui me les ont racontées, quoi. Donc c'est terrible socialement ce que ça apporte. Donc oui, il y a aussi ce truc de dire les productions qui payent plus disent on sait que derrière, et c'est pour ça qu'on paye plus, on sait que les femmes en chient beaucoup plus dans la société. Est-ce que c'est un peu aussi cette idée-là dans le porno où, en fait, j'ai l'impression que les hommes, ils ont souvent la tête coupée, on les voit pas trop, c'est beaucoup un focus sur la femme, c'est très hétérocentré aussi, Ouais. mais même phallocentré. Est-ce que c'est pas ça? Parce qu'elles, elles sont mises en avant, c'est elles les stars, et les mecs sont un peu plus en retrait. Oui, on les voit moins. Alors ça, c'est très dans le mainstream, parce que justement, dans l'éthique, ils veulent sexualiser tous les corps, pour dire aussi, les femmes peuvent aussi regarder, parce que on a... Alors, j'ai pas le pourcentage du tout en tête, mais on a prouvé que beaucoup de femmes hétérosexuelles regardaient du porno gay juste pour voir les corps des hommes. Oui, parce qu'on les voit jamais. On les ou voit alors ils jamais. Ou alors, On voit leur bite, on s'en tape. ouais, Tu c'est vois. pas fait pour être beau, quoi. Exactement. C'est pas excitant. Moi, j'ai envie de voir des bras, j'ai envie de voir des veines sur le corps, j'ai envie de voir de la Ouais. sueur dans le cou. On a oublié d'érotiser les hommes, à cause de la pornographie mainstream. Et dans l'éthique, très souvent, c'est pas le cas. Très souvent, quand c'est filmé par des femmes aussi, moi j'ai déjà vu des plans où la caméra, elle parcourt vraiment le bras du mec, où elle parcourt les épaules, parcourt les fesses. Et en regardant, je me disais, c'est magnifique, c'est une œuvre d'art, quoi. C'est trop beau ce qu'ils font. Et aussi, ils aident ces hommes à changer leur représentation. Je vois beaucoup de mecs avec, tu vois, un bon petit bidou, des belles cuisses, parfois des tatouages, parfois des poils, parfois... Ah, ça fait du bien de voir ça. J'ai pas forcément envie que de corps musclés, tu vois. J'ai envie de voir de la chair, j'ai envie d'érotiser ton corps. Donc très souvent dans la pornographie éthique, justement, on change aussi les représentations en montrant ces corps. Et ça passe aussi pour les femmes, hein. On ne cache pas les vergetures. Si elles n'ont pas envie de s'épiler, elles s'épilent pas. Je pense à Carlita, qui est une actrice qui ne s'épile pas et qui cartonne. Enfin, vraiment, elle est magnifique et ça fait du bien de voir des femmes assumer leur poil et s'en taper, quoi. Donc, t'as plein de... Voilà, ça change beaucoup. Dans le mainstream, en effet, on voit surtout leur taille.
On voit pas le reste du corps. Et donc oui, il y a aussi une date de péremption, malheureusement, plus rapide pour les femmes. Si on voit tout le temps leur visage, si on voit tout le temps leur corps, au bout d'un moment, on a envie de voir autre chose. Et donc c'est pour ça aussi qu'elles sont payées plus, malheureusement. Dans l'éthique, c'est plus ce truc de se dire, une actrice, on la mettra toujours en avant, on a conscience qu'elle en subit, qu'elle en chie socialement parlant, donc on va la payer un peu plus. Après, j'aimerais aussi dire un truc qui est vraiment compliqué à faire comprendre. Quand tu vois OF et Mime, tu sais, quand t'entends elle a gagné 10 000 € le mois sur OF, machin, faut se dire qu'en France, beaucoup de banques coupent l'accès aux revenus OF et Mime. Donc même si elles gagnent de l'argent, parfois elles touchent pas cet argent. Et c'est de plus en plus le cas en Europe. La banque en fait, comme les banques pensent que c'est du proxénétisme à cause des agences, donc les mecs qui se disent agents et qui sont clairement des proxénètes sur ces plateformes, c'est des proxénètes, il n'y a pas de débat. En fait, ils ont peur d'être alliés du proxénétisme, les banques, donc ils coupent. C'est-à-dire que tous les versements de ces plateformes, ils les coupent, comme ça, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, surtout que OnlyFans, Mime, on s'était dit que c'était une alternative pour les femmes de reprendre un peu leur indépendance, parce que même si elles gagnent plus, j'ai compris qu'elles n'ont pas trop forcément le pouvoir non plus dans les productions. Non. Même si elles ont l'argent, le pouvoir ne suit pas toujours. Donc là, on s'était dit, bon, OnlyFans, c'est au moins de l'indépendance, elles seront toutes seules. Et finalement, il y a énormément de managers OnlyFans. Moi, je sais qu'à l'époque, j'ai 27 ans, peut-être que quand j'avais 22, 23, sur les réseaux, je recevais tous les jours un mail d'une agence OnlyFans, Mime, alors que j'ai jamais fait de contenu privé ou de nudité ou quoi que ce soit. Et c'était fou comment ils voulaient nous attirer, les jeunes filles. Et les jeunes filles aussi, moi je payais mon école à côté, je travaillais au McDo et tout. Avoir de l'argent, ça m'aurait bien avantagé pour juste être concentrée sur les études, par exemple. Et c'était... si tu postes la même photo que tu as postée sur Instagram, mais tu la postes sur OnlyFans, tu vas pouvoir gagner tant d'argent. Tu vas faire 10 000 €. Tu vas faire truc, alors qu'on sait que c'est faux, parce qu'il faut toujours aller plus loin. Je sais qu'il y a même des shows privés, etc. Et que c'est un vrai taf. Et c'était quand même fou. Et j'ai même des amis qui ont commencé et qui m'ont dit, mais vas-y, fais-le. Ce mec-là, il m'a dit que je pourrais me faire tant. C'est limite devenu le NFT des meufs. Ouais, complètement. Et c'est pas encadré, ça, encore. Non, c'est pas du tout encadré. Et en fait, c'est tout le problème. C'est tellement facile de créer du contenu. J'ai vu tellement de publications sur les réseaux en disant... T'arrives pas à finir ta fin de mois, mais fais des photos de tes pieds. Vous faites des photos de vos pieds. Envoie tes culottes. On a banalisé ça un peu, oui. Ça reste du contenu explicite. Même si vous prenez une photo de votre orteil, vous profitez d'un fétiche pour vous faire de l'argent, donc vous êtes travailleur du sexe. Il y a encore un énorme mépris, d'énormes insultes envers les travailleurs du sexe, en disant mais moi je suis pas une pute, je suis pas une créatrice de contenu, je suis pas une actrice, je m'en tape. Tu vends des photos de tes pieds, tu vas appartenir à la même communauté. Donc bats-toi pour. Ce que n'a pas fait AD, typiquement, qui a tendance à beaucoup mépriser cette communauté et qui aujourd'hui ont subi les mêmes discriminations. Donc ça aurait été bien qu'ils le tiltent avant, mais bon, bref. On refuse encore de les écouter. Moi, ça m'énerve beaucoup parce qu'on va forcément... tu vois, ce qu'on voit avec Bonnie Blue, je sais pas si t'as suivi. Bonnie Blue, c'est donc une créatrice de contenu explicite. Donc elle est sur les plateformes comme OF. Elle est pas sur Mime, je crois qu'elle est sur OF et voilà. Et en fait, elle a commencé avec un challenge, je crois, de 100 hommes qui venaient... pour la pénétrer, et je crois que derrière elle voulait faire 1000. Et maintenant elle fait un zoo, donc c'est-à-dire elle est un peu la bête et les mecs viennent la toucher dans une cage, etc. Mais en fait c'est tout le problème de ces plateformes aussi, c'est que tu es esclave d'un algorithme et d'une compétitivité trop importante, donc tu vas aller toujours dans le plus extrême pour attirer l'attention. C'est exactement les mêmes mécanismes que les tubes dont on parlait tout à l'heure. Plus de spectacles pour faire venir plus de monde, parce que c'est que comme ça que tu fais de l'argent. Donc ça, typiquement, c'est problématique. La réponse qu'a eu OF, c'était de censurer son compte, mais aujourd'hui, elle est tellement connue qu'en fait, elle a son propre site et elle a largement assez de personnes. Ça aurait été bien qu'on puisse intervenir avant, qu'on puisse un peu mieux encadrer, s'assurer qu'elle aille bien. Qu'est-ce qui la pousse à aller dans cet extrême? Pourquoi on y va? Pourquoi il y a aussi 3000 mecs qui postulent, qui font la queue et qui postulent? Je pense qu'on aurait pu créer un peu plus de discussion sur tout ça. Parce que si Bonnie Blue le fait, je peux vous assurer que dans 3 ans, il y a plein de créatrices qui le font aussi. Mais comme on les écoute pas, comme on prend pas au sérieux leurs besoins, elles sont livrées à elles-mêmes et donc elles vont aller toujours plus dans l'extrême. Donc c'est aussi un problème, c'est un vrai sujet de société. Pour l'instant, je pense qu'on nous a pas donné l'occasion de nous exprimer sur ce point. Quand je vois la commission parlementaire qu'il y a eu sur les violences dans le cinéma, j'aimerais bien qu'il y en ait une autour de l'industrie de l'explicite. Je pense que c'est plus que nécessaire. Comment on fait pour rester, c'est hyper compliqué comme question, mais dans le juste milieu et de pas tomber dans la discrimination des TDS, mais aussi, est-ce qu'on a le droit de dire il y a des limites quand même pour l'image de la femme et la société, il faut qu'on ait des limites et un entre-deux. Complètement, mais en fait, on parle de liberté, mais est-ce que finalement Bonnie Blue, elle n'est pas esclave de la plateforme aussi? Donc je sais pas si on peut vraiment parler de liberté. T'as totalement raison, et je pense que le premier truc, c'est éduquer. En fait, il faut déjà s'éduquer sur le sujet. Là, tout ce que je dis...
Ça a été plusieurs années à avoir la chance d'être dans cette industrie en tant que coordinatrice, donc à essayer de prendre soin des gens. Et donc, ça a été des heures de discussion, de témoignages. Ça a été des... Quand je te dis que je vais à des soirées, tout ça, c'est drôle. Moi, ça amuse mes potes. Je fais la troubadour derrière. Mais la réalité, c'est que ça m'a permis d'avoir des discussions qui m'ont vraiment éduquée sur le sujet. Une société qui ne veut pas parler d'un sujet, c'est une société qui lui laisse la place d'exister et d'aller toujours plus loin. D'accord, pour tout, comme les comme drogues. Comme pour tout, absolument. Donc en fait, la première chose pour faire comprendre à Sabrina Carpenter que là, ce que t'as fait, c'est pas ouf, parce que voilà, justement, en tant que femme blanche, t'aurais peut-être pu faire partie du changement, et là, tu te plies à un système qui est un peu problématique, etc. Tout ça, il faut en avoir conscience à partir du moment où on est éduqué sur ces sujets. Le féminisme, ça demande énormément d'énergie. Beaucoup de femmes ont pris le temps, l'énergie de s'éduquer sur le sujet, mais le travail du sexe, c'est encore plus compliqué. Là, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, ça reste ça reste très superficiel, quoi. On n'est pas entré en profondeur dans les sujets parce qu'il y a tellement à dire, c'est tellement compliqué qu'en fait, il faudrait que ce soit abordé comme un autre sujet. Tu vois, je prends souvent le parallèle avec l'écologie. Ça nous concerne tous, ça a un impact sur notre santé, mais ça demande tellement d'efforts de comprendre et ça demande tellement d'efforts de tout déconstruire parce qu'on nous a jamais tellement laissé l'espace et la place d'en parler qu'en fait, aujourd'hui, on est fatigué d'avance, quoi. Ouais. Donc, je dirais que pour évoluer, pour se dire, attention, là, je sens que la limite commence à être franchie, machin, il faudrait déjà connaître ses bases. Et c'est pas le cas dans notre société actuelle, et encore moins en France. T'as quoi à répondre à toutes ces personnes-là qui vont te dire, forcément, parler de sexualité aux enfants, même trop jeunes, c'est les encourager à avoir du sexe, alors que finalement, c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Et en fait, on a de la chance, c'est que nos pays voisins ont déjà fait l'expérience bien avant nous, parce qu'on est toujours les retardataires, mais du coup, ça a aussi un avantage là-dessus, c'est que ça a été testé aux Pays-Bas, en Norvège, en Angleterre, et on a vu que ça repoussait l'âge de la première fois, des premiers essais, des premiers contacts, que ça avait aussi un impact sur les grossesses non désirées et sur les violences. Donc déjà, ça a un impact sur notre santé qui est plutôt positif. Cela dit, on ne parle pas de sexe aux enfants. On parle de contact. On leur apprend que leur corps est le leur et que donc si le prof de sport leur touche les fesses, il faut en parler à papa et maman. Que si papa rentre dans ta chambre la nuit, il faut en parler à maman. Donc on va pas utiliser ces termes, c'est vrai, mais on va dire telle zone. Si tu es en train de prendre le bain et que tu te mets du savon là, c'est normal, tout va bien, c'est pour nettoyer. Mais par contre, si on t'a mis de la crème ou si quelqu'un t'a touché, tonton ou machin, il faut en parler à telle personne. Donc en fait, moi je pose toujours la question, si vous refusez qu'on éduque vos enfants à détecter ces violences-là, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que ça vous fait peur d'apprendre quelque chose ? Ou est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas en capacité d'en parler avec eux ? Ou est-ce que c'est parce que vous-même, ça vous renvoie à quelque chose qui vous terrifie par rapport à votre vie ? Moi, j'ai 7 neveux et nièces. Ça fait beaucoup. Et on leur a tous appris à détecter ça. Et du coup, moi, j'ai ma nièce qui, au rugby, une fois s'est plaint parce qu'un autre joueur lui a touché les fesses. Il s'était pas rendu compte qu'il lui avait touché les fesses, mais du coup, ça permet de créer une communication trop cool. Ou d'ailleurs, elle dit tu m'as touché les fesses pendant la mêlée. Et t'es j'ai pas fait exprès. Et t'es d'accord, si t'as pas fait exprès, mais fais attention. Point barre. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de machin. Juste point barre. Elle a détecté qu'on lui touchait les fesses sans son consentement. Il n'avait pas fait attention, il fera un peu plus attention, c'est réglé. Et ça permet juste de créer une communication très saine. Aujourd'hui, ma nièce, elle a 14 ans. Elle sait qu'à l'école, personne n'a le droit de la toucher à tel endroit, à tel endroit. Elle a déjà d'ailleurs, très fière de ma nièce, elle a déjà d'ailleurs aidé une copine à elle qui s'était fait insulter de BDH, etc. Et tout ça, ça permet juste de créer un peu plus de vigilance, une société qui va un peu mieux. Et oui, à l'adolescence, on va parler clairement de sexualité, parce que vos enfants, dès l'âge de 11 ans, ils vont sur les sites porno. Et même si vous mettez un contrôle parental, ils le feront à la récré ou en ils sont plus intelligents en plus, en termes de technologie digitale. Mais bien sûr, plus que nous. Ils vous dépassent beaucoup plus. Et nous, à l'époque, déjà, on savait contourner le... Déjà, on savait, alors donc, ils sont nés avec la tablette dans les mains, ils le savent, clairement. Donc, si vous voulez prendre soin de vos enfants, mais que vous ne savez pas en parler, il n'y a pas de souci, mais laissez ça aux professionnels de santé et prenez soin d'eux comme ça aussi, quoi, en ayant conscience que c'est pour leur bien. Et non, on ne va pas apprendre aux enfants à faire une fellation, non. Et je pense que l'info la plus pertinente, l'étude la plus pertinente, c'est de dire que plus on s'éduque, plus on a une éducation sexuelle, plus le premier rapport, l'âge du premier rapport va être retardé. Oui. Et ça montre juste que du coup c'est efficace et que ça donne pas envie. Il y a plus de curiosité. Ça le fait de façon plus contrôlée. Et bien plus, sûr, ils sont plus responsables. Il y a plus cette curiosité de se dire je veux absolument essayer pour voir ce que ça fait. Ils savent ce que ça va faire. Ils sont un peu plus responsables, ils sont mieux protégés et ils sont plus alertes sur ce qui est ok et qui n'est pas ok. Donc de toute façon, il y a tellement d'études qui prouvent que c'est bénéfique, que s'en priver, c'est juste peut-être vouloir préserver quelque chose qui va mal, quoi. Est-ce que
toi, en tant qu'expert du consentement, expert du cul, tu pourrais un peu formuler l'idée du consentement masculin qu'on oublie un peu dans les débats, et je trouve ça dommage de penser qu'un mec, il est toujours OK. Et même nous, en tant que meuf, je pense que des fois, on a été un peu problématique de s'il veut pas, c'est qu'il m'aime pas, c'est que je suis trop grosse, alors qu'un mec, il a le droit de pas avoir envie. Exactement. En fait, la libido, c'est vraiment le point commun à tous. La libido, le désir. C'est des notions qu'on comprend très mal. Le désir, c'est le fait d'avoir envie de quelqu'un. La libido, c'est le fait d'avoir envie. Point barre. La libido, c'est quelque chose qui bouge beaucoup au quotidien. Donc, si t'es fatigué de ta journée, ou si t'as eu une journée de taf pourrie, ou si t'as regardé l'actualité et que ça te mine, tu peux avoir moins de libido. Pour autant, tu vas continuer à désirer ton partenaire. Tu le trouves attirant, t'as toujours envie, mais t'as pas envie d'y aller. Ben, c'est la même chose pour tout le monde. Les hommes, ils peuvent ne pas avoir envie. Ils peuvent se dire, là, je suis pas dans le mood, parce que, je sais pas, il y a un problème avec la famille ou juste de la fatigue. S'ils ont des problèmes d'érection, c'est pas forcément un manque de désir ou un manque de libido. Ça peut être la fatigue, ça peut être l'alcool, ça peut être aussi le surplus de porno, puisqu'on a vu que ça avait donc des conséquences sur les capacités d'érection, trop grosse consommation de porno. C'est très dur d'exprimer un consentement aujourd'hui, je trouve, parce qu'on nous a pas assez éduqués à ça, que dès qu'un consentement est exprimé, on le prend personnellement. Non, j'ai pas envie. Ah ben, comme tu dis, ah ben tu m'aimes plus. Non, c'est juste, je t'aime assez pour te dire que je n'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Il faut le prendre vraiment comme beaucoup d'amour, quelqu'un qui exprime son consentement. C'est vraiment la plus belle preuve d'amour, je trouve, de se sentir à l'aise avec quelqu'un pour lui dire, j'ai envie, j'ai pas envie. C'est trop beau, en vrai. Et c'est tellement dur, ça demande tellement de travail parce qu'on nous l'a tellement pas appris, qu'il faut savoir le recevoir. Les baisses de libido actuellement, au vu de tout ce qui se passe dans le monde, on a vu une grosse chute parce que les gens ne font de moins en moins l'amour. Alors ils font de moins en moins l'amour parce que ils ont conscience que parfois ils avaient déjà accepté sous la contrainte, et parce qu'on parle plus de consentement, ils se disent maintenant je vais accepter que quand ça me plaît. Et ils font moins l'amour aussi parce que en effet depuis le Covid il y a une baisse de morale assez énorme, il y a des gros épisodes de grande dépression, donc en effet ça peut impacter aussi la libido et l'envie. Donc il y a les deux. On fait un peu moins l'amour parce qu'on se sent pas très bien actuellement, voilà, dans notre société. Mais il y a aussi, maintenant quand je fais l'amour, je le fais parce que j'ai vraiment envie. Donc c'est plus qualitatif. Moins, mais on le fait mieux. Ouais, on le fait moins, mais on le fait mieux. Donc c'est hyper encourageant et ça c'est trop chouette. Et de se sentir libre de dire à son ou sa partenaire, là j'ai trop envie de te déguster toute la nuit. Ou à l'inverse de se dire, viens ce soir, j'ai juste envie d'un gros câlin, ou j'ai juste envie qu'on soit chacun de notre côté du canapé, j'ai pas trop envie de contact parce que je me sens un peu oppressée. Je trouve que c'est vraiment la plus belle preuve du monde. Donc, le consentement pour les hommes, il existe. Je pense que les hommes doivent aussi faire un travail pour se demander de quoi ils ont envie. Parce que malheureusement, on leur a pas trop appris aussi. Et, on est persuadé qu'un homme qui va bien, c'est un homme qui a envie de baiser et qui a envie d'être un gros charreau. Pas forcément. Il y a des hommes qui n'aiment pas forcément ça. Il y a des hommes qui ont eu des passages peut-être de leur vie comme ça et finalement plus du tout. C'est exactement les mêmes problématiques que nous là-dessus. Et j'aimerais bien rajouter aussi que quand je vois des contenus de coachs qui disent nous c'est un besoin naturel de se masturber, nous on a besoin de baiser, les coachs masculins, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de besoin de vital autour du sexe. Personne il n'y a pas de misère sexuelle. Il n'y a pas de misère sexuelle. La seule chose, parce que j'avais vu aussi un contenu qui disait les hommes qui baissent pas, ça les rend violents. La seule chose qui rend violent, c'est la frustration de ne pas supporter, ne pas avoir accès à quelque chose qu'on leur a fait croire d'accessible. C'est pas le manque de sexe. Anatomiquement, chimiquement, ça ne crée rien de violent chez un homme de ne pas avoir de sexe. C'est totalement faux. Et je suis épuisée d'entendre ça pour donner prétexte à il leur faut du sexe donc vous avez intérêt à baiser avec eux parce que c'est comme ça que vous maintenez la société. Je suis épuisée d'entendre ça. Oui, même quand une femme se fait tromper, qu'un mec va voir ailleurs, exactement. C'est que tu fais pas assez bien l'amour, c'est que tu le fais pas assez bien. Exactement. C'est toujours la faute de la meuf finalement. Non. Et c'est lui, il a des besoins. Il a des besoins. Non, il n'a pas plus de besoins que nous. Les hommes ont exactement les mêmes problématiques de libido que les femmes et donc leur consentement doit être tout autant au centre que nous des préoccupations pour une vie sexuelle épanouie. Est-ce que tu pourrais, pour finir, donner peut-être 3 conseils, même un peu plus si t'en as, aux mecs pour qu'ils arrivent à remonter un peu la libido de leur meuf qui est en berne, et je pense que c'est aussi un peu de leur faute. Oui, de toute façon, ça a été prouvé qu'il y a un taux d'insatisfaction sexuelle énorme, en France aussi. Donc quand on s'ennuie à une activité, on n'a pas envie de la refaire, tout simplement. Premier conseil, c'est soyez plus attentifs aux besoins. Très souvent, ils sont exprimés, mais ils ne sont pas entendus. Et réalisez que le sexe, c'est pas le moment où on commence à se toucher les parties génitales et l'éjaculation. C'est tout ce qui se passe au sein de la journée. C'est comment tu t'es habillée ce matin, comment on s'est caressé, le message que tu m'as envoyé avant ma réunion où j'étais un peu stressée. Tout ça, ça participe à la libido. C'est les petites attentions comme ça. Donc je dirais... Et même le consentement, parfois, juste dire bien sûr. Je peux, avant la pénétration, avant un bisou. Bien sûr, t'es partant pour que je te touche là. Ouais. Ne pas oublier que
c'est pas parce que vous avez fait une fois une pratique que c'est toujours consenti. Parfois, on a envie de d'autres choses. Parfois, on a envie de revivre les mêmes choses. Mais de demander, voilà, est-ce que je peux toucher là? Est-ce que je peux te faire ça? T'es partant pour que je fasse ça? T'as envie que je te fasse ça? C'est tellement incroyablement sexy et ça participe tellement à la libido. Et enfin, je dirais accepter que vous n'êtes pas au courant de tout. C'est-à-dire que parfois, il y a besoin de vraiment se poser. Allez, montre-moi ta vulve, comment je peux te masturber? Parce que je sens que j'y arrive pas, donc tu me montres. Vous ne savez pas tout. C'est ok, c'est normal parce que chaque corps est différent. Donc apprenez, qu'elle vous montre avec ses doigts, que machin. Et mais c'est pas. Alors, c'est pareil pour les couples gays, mais généralement c'est tellement plus. Ils ont tellement plus des capacités parce que c'est beaucoup plus ancré dans la culture queer à communiquer sur les pratiques et comment les faire. Mais chez les couples hétéros, on a vraiment observé ça que très souvent il n'y a pas de communication sur comment faire parce qu'on pense que c'est à faire par défaut. Tu sais si t'aimes bien quand je fais ça ou pas. Donc c'est tout le temps de discussion pendant, après. Parfois même avant si on a envie. Donc j'irais en fait créer un vrai dialogue. En général, finalement, ces 3 points, ils se rejoignent. Et puis aussi accepter que parfois, ça va pas. Et c'est pas grave. Genre là, ça va pas, je suis pas bien. Et une prochaine fois. J'y arrive pas, une prochaine fois. Ou peut-être qu'on peut faire appel à quelqu'un de tierce, une personne tierce, une professionnelle, pour en parler. Parce que je sais pas trop si on va réussir à s'en sortir parce que je sais pas trop ce qui va pas. On va pas voir que des sexologues en période de crise. On va aller voir quand on commence à sentir que peut-être il y a un besoin. Peut-être ça va servir, peut-être pas, c'est pas grave. Mais ça demande du temps, ça demande du travail, le sexe. Ouais. C'est pas quelque chose de... On l'a mis comme un divertissement hyper accessible, hyper fastoche. Un besoin, droit, un parfois. besoin, et juste, voilà, le côté un peu animal, donc il n'y a pas besoin de travailler. Non, ça se travaille. Et c'est toute la beauté du sexe. Moi, c'est ce qui fait que je trouve ça magnifique. Merci beaucoup. On a répondu à pas mal de questions. J'espère qu'on a Merci à répondu toi. à beaucoup de vos questions. Juste avant de te quitter, j'aurai un petit jeu. Oh, Et après, wow. on aura fini. Donc, on va faire les red flags ou les green flags. J'adore. Trop bien. Donc, je vais te dire des petites choses. Et Oui. donc, je les ai pas forcément genrées pour Oui, que les oui, gens s'y retrouvent tous. Premier, il a pris un VPN le 4 juin. Je peux pas dire que c'est un red flag, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas eu conscience de ce que ça voulait dire sur eux. Mais je peux pas dire que c'est un green flag non plus. Donc je dirais que c'est un orange flag. J'en parlerai au bout d'un moment avec lui en disant Tu t'as pris quand ton abonnement? C'est bizarre. Parce que je vois que t'es encore en période d'essai de l'abonnement, c'est récent, non? A du lube dans sa table de chevet. Oh, green. Green flag. Ah ouais, j'adore les... Non mais j'adore même du lube sur soi. J'avais eu un ex qui avait toujours du lube quand il venait chez moi. Il avait son lube qui était trop cool, qui kiffait, qui m'a fait découvrir. Bah gros green flag. Et pour tout le monde, hein, que ce soit pour les mecs ou pour les meufs. Ah bien sûr, ouais. non. Toujours du lube dans sa... Non, ça suffit. Te demande ton body count. Bah alors, énorme red flag, mais jamais je reste à table, je quitte. Rouge vif. Je pars et je me dis, ça va pas ou quoi toi? Alors le fameux te demande avant, je peux. Bien sûr, green flag. Énorme green flag, énorme libido, énorme nuit. Refuse de faire un cuni ou une fellation. Red parce que c'est pas s'il est pas consentant, c'est trop cool. Et qu'il me le dit, qu'il a pas envie que je fasse une fellation ou qu'il me fasse un cuni. Je trouve il y a un vrai côté green flag là-dedans s'ils se sent libres de me le dire. Donc c'est trop bien. Par contre, je sais que moi, la fellation, c'est quelque chose que je pratique et que je trouve cool et qui participe à ma stimulation. Et du coup, ça me ferait un peu chier de voir qu'il n'y ait pas cet effort gustatif de sa part sur moi. Donc j'essaierai de comprendre aussi qu'est-ce qui le freine. Et ça dépend le pourquoi du nom. Ouais, ça dépend aussi le pourquoi. Si c'est juste en mode ouais, voilà. S'il me dit juste c'est dégueulasse, j'ai pas envie, dégage. Si s'il y a quelque chose qui dérange, je vais pas lui imposer et c'est un vrai green flag qui me l'a dit. Et on impose de toute façon Ouais, jamais rien. Non, bien sûr. Ne fais pas de bruit au lit. C'est pas un red flag, mais ça m'emmerde. Genre, non, mais fais du bruit, parle-moi, dis-moi des choses. Y a rien de plus sexy, tu vois. Non, c'est pas un red flag, mais ça me fait chier, quoi. Parce que les mecs aussi ont le droit à un petit son, petit ouais. volume un peu plus élevé parfois. Ah non, mais ça, tu vois, par exemple, c'est trop dans le porno, on les entend tellement pas qu'ils se Et par contre, la femme, elle est... Donc ils se disent, bah non, c'est trop sexe, un mec qui parle pas. Mais moi, ça me fait chier. Ils ont l'impression que c'est féminin, alors que pas du tout. De ouf, c'est tellement sexy, un mec qui fait du bruit, les respirations, qui parle. Ah, soyez pipelette. Se masturbe sans toi. Oh, bah, green flag. Ah non, il y a non, des bah, gens, bien sûr. il y a beaucoup de meufs qui veulent pas que Ouais. leur mec se masturbe, je comprends pas. Bah, moi, je me masturbe sans lui, hein. Bah oui. Enfin, genre, si j'ai un faites mec, je votre vais vie, quoi, continuer faites à votre avoir mon petit rituel masturbatoire, ça veut rien dire, voilà, non, bien sûr. Et enfin, regarde du porno tous les jours. Tous les jours, non, c'est raide. C'est red flag. Tous les jours, c'est raide, ça veut dire qu'il y a une forme d'addiction, donc ça me dérange. S'il en regarde de temps en temps et qu'il kiffe, avec grand plaisir. Si c'est tous les jours, c'est que c'est trop. Et si c'est tous les jours, il peut toujours en parler pour
Bien sûr. Essayer de diminuer un petit peu Très et green voir d'où vient flag, l'addiction. très green s'il m'en parle et qu'il a besoin d'aide et avec grand plaisir pour l'aider, aller voir des professionnels de santé ensemble. Je soutiendrai toujours une personne qui parle de ses schémas d'addiction, même d'addiction au téléphone, même d'addiction à la drogue ou quoi. Très très green flag d'en parler. Par contre, si je découvre ça et qu'il m'en parle pas, c'est pas que c'est red flag en mode je le quitte, c'est que je suis en mode ok. Oui, c'est là où il a pas envie de changer. Il Ouais, refuse. s'il a pas envie de changer, s'il me dit non, ça fait partie de ma vie, je me dis ok, je sens qu'on va pas être aligné là-dessus, donc je préfère m'en aller. Merci beaucoup. Merci à pour toi. ça. J'espère que l'épisode trop vous bien. a plu. Nous, on se retrouvera pour d'autres histoires avec des personnes ordinaires, avec des histoires extraordinaires. Ah waouh. Merci Manon pour Merci avoir à été toi. ma première invitée. Et nous, on se dit à très vite. Au revoir. Au revoir.